Le Redoutable représente un extraordinaire défi technologique et humain. Réunir dans un même bâtiment un village de 135 habitants, 16 fusées comme Ariane et une centrale nucléaire de production d'électricité, tout cela à des centaines de mètres sous l'eau. Donc il comporte 120 hommes, plus 15 officiers, et ses patrouilles durent environ 70 jours. Armement stratégique, 16 tubes verticaux au lance-missiles. Armement tactique, tubes lance-torpilles, 18 torpilles à tête chercheuse. Longueur du sous-marin, 128 mètres 70. Sa largeur, 10 mètres 60. Un tirant d'eau de 10 mètres et une masse de 8000 tonnes. Donc il possède un réacteur nucléaire à boucle, deux groupes de turbines, deux turbos alternateurs, un moteur électrique de propulsion, immersion maximale supérieure à 200 mètres et en vitesse de plongée supérieure à 36 km/h, soit 20 nœuds. L'arrière du sous-marin est occupé par une partie chaufferie et propulsion. À bord d'un sous-marin, l'énergie vient du réacteur nucléaire. Celui-ci chauffe l'eau d'un premier circuit. Cette eau primaire transmet sa chaleur à un circuit d'eau secondaire qu'elle transforme en vapeur. Cette vapeur alimente des turbines haute pression qui tournent à grande vitesse, 6900 tours par minute. Comme l'hélice ne peut tourner dans l'eau à cette vitesse, le nombre de tours est diminué grâce au réducteur. Une extraordinaire pièce d'horlogerie permet de passer de 6900 tours minute à environ une centaine de tours, vitesse moyenne de rotation de l'hélice. L'arbre d'hélice relie le moteur à l'hélice en traversant l'arrière du navire. Une grosse pièce métallique, appelée presse-étoupe, garantit l'étanchéité. Des vérins en inox manœuvrent les barres de plongée arrière. Grâce à elles, le sous-marin plonge ou revient à la surface. Deux autres vérins agissent sur le gouvernail. Le Redoutable peut atteindre une vitesse supérieure à 20 nœuds, c'est-à-dire environ 36 km/h, mais navigue généralement à petite vitesse pour rester discret. Le compartiment est parcouru par deux très gros tuyaux blancs qui transportent la vapeur sèche à très haute température. Celle-ci entre dans les deux turbines. Les protections thermiques blanches servent à protéger le personnel et à conserver la chaleur. Ces collecteurs de vapeur font des boucles pour permettre la dilatation des tuyaux et la résorption des contractions de coque. Quand le sous-marin plonge, sa coque se rétracte sous la pression de l'eau. Cette compression peut aller jusqu'à plusieurs centaines de centimètres. Tout repose donc sur des suspensions élastiques afin de neutraliser les variations. Ces amortisseurs servent aussi à limiter le bruit. Comme le silence est la règle, il est impératif de ne pas transmettre à la coque des vibrations qui deviennent des sons que l'on peut détecter de très loin. Pour réduire le bruit, pratiquement tout à bord fonctionne avec de l'huile sous pression. Une multitude de tuyaux servent à distribuer de l'huile, mais aussi de l'air, de la vapeur et de l'eau. En plus de ces kilomètres de tuyautage, de ces milliers de vannes et accessoires de robinetterie, une très grande quantité de câbles électriques tapissent le sous-marin pour l'irriguer tout entier. Une des grandes révolutions sur un sous-marin nucléaire est que de l'énergie y est produite à profusion. Un réacteur nucléaire comme celui du Redoutable pourrait alimenter en électricité l'agglomération de Cherbourg, soit environ 100 000 habitants. Cela représente la puissance nécessaire à la propulsion, mais aussi à l'alimentation des énormes moyens de calcul. Cette énergie sert aussi à fabriquer, à partir de l'eau de mer, l'eau douce et l'oxygène nécessaire à la vie de l'équipage en plongée. Puisqu'on ne met jamais le nez dehors en patrouille, il faudra, pendant 70 jours, fabriquer eau et oxygène. Le poste de commande de la propulsion est en permanence occupé par un officier de quart et 3 opérateurs. Il contrôle les tableaux de répartition de l'énergie électrique dans les différents compartiments du sous-marin, ainsi que la commande du réacteur nucléaire. Celui-ci permet d'adapter la puissance fournie et la quantité de vapeur produite. Les pupitres de commande des turbines et donc de réglage de la vitesse du sous-marin sont aussi situés dans ce local. L'usine électrique est une partie vitale du sous-marin à partir de laquelle l'électricité est répartie dans l'ensemble du bord et une fréquence de 60 Hz, une valeur choisie pour la discrétion. En effet, tout est accordé dans le sous-marin pour ne pas vibrer à cette fréquence. Si on descend à 55 Hz, le sous-marin commence à vibrer et devient repérable. Le réacteur nucléaire qui fournit l'ensemble de l'énergie nécessaire au bateau fonctionne sur le même principe qu'une centrale nucléaire de production d'électricité, mais à une échelle réduite.
Le cœur du sous-marin ne mesure qu'environ 1 mètre de haut pour 1 mètre de diamètre. Sur un sous-marin à propulsion nucléaire, la centrale est placée au milieu d'un bâtiment habité. Par souci de sécurité, le compartiment réacteur est donc totalement clos et isolé par du plomb. Il est étanche et résistant. Personne n'y pénètre. Pour traverser cette tranche, l'équipage doit emprunter une coursive située tout en haut du compartiment. Pour sa présentation à la Cité de la Mer, la tranche chaufferie a été découpée et remplacée par un tronçon vide. Lors de cette opération appelée démantèlement, le combustible nucléaire a été retiré de la tranche initiale. Génération de l'air. Cette tranche est le poumon du sous-marin. Au pont inférieur sont placés de nombreux appareils tels des pompes permettant d'aspirer ou refouler de l'eau de mer et des compresseurs d'air. Pour passer 70 jours en mer, il faut renouveler l'atmosphère. L'eau de mer est aspirée pour en extraire l'oxygène. Des systèmes de décarbonation récupèrent le gaz carbonique et des autres polluants de l'air. Grâce à ce système comparable à celui d'un poumon, l'équipage respire un air très convenable, de l'air marin. Cette cathédrale impressionnante abrite les 16 tubes lance-missiles. Chacun de ces tubes traverse toute la hauteur du bateau. Les clairons en cuivre, comme on peut voir là, sont des porte-voix pour communiquer avec le pont supérieur et le pont inférieur lors de la préparation d'une séquence de tir. Système simple et très fiable qui paraît cependant primitif par rapport aux armoires électroniques voisines. Celles-ci renferment les calculateurs qui transmettent des informations aux têtes des missiles. Position de départ, objectif, trajectoire. Un seul missile M20, contenu dans l'un de ces tubes, a une puissance 50 fois supérieure à la bombe d'Hiroshima, avec une portée d'environ 3000 km. Il atteint son objectif en une dizaine de minutes. 2 de ces missiles égalent l'ensemble des explosifs utilisés pendant les 2 guerres mondiales. Si l'ordre de tir est donné par le président de la République, les 16 missiles sont envoyés au même endroit, tout ou rien. Mais cette batterie de missiles est une arme créée pour ne pas être utilisée. C'est une arme dissuasive. Seuls des tirs sans charge ont eu lieu. Puisque la dissuasion est une sorte d'équilibre de la terreur, l'adversaire doit savoir qu'on a la capacité de l'atteindre. La compétence de l'équipage et la qualité du sous-marin font la crédibilité d'une politique de dissuasion. Pour éviter qu'un commandant fou ne déclenche un tir, le commandant dispose d'un code, le commandant en second d'un deuxième code, et c'est l'ordre de l'Élysée qui rend les 2 codes opérants. Il faut alors moins de 45 minutes pour préparer un tir. Le poste central navigation-opération, appelé PCNO, est le cerveau d'un sous-marin. Tout ce qui permet de piloter le sous-marin, de le faire plonger et de veiller à sa sécurité y est regroupé. Il intègre les fonctions essentielles, pupitre des centrales inertielles, pupitre de tir des missiles et celui de la stabilisation, tableau de sécurité plongée et poste de pilotage. En opération, la lumière est rouge. Les consoles sonars sont des appareils acoustiques de détection sous-marine. Un sous-marin est une grande oreille vigilante. Grâce à la centaine de micros piézoélectriques qui tapissent la coque, il peut entendre en eau calme un bâtiment de surface à 100 km. Par contre, pour être discret, il doit se fondre dans les bruits de l'océan, bruit de trafic maritime ou bruit biologique. L'océan n'est pas le monde du silence, on y entend des dauphins, des baleines à bosse, des crevettes, des bancs de poissons. Une table traçante permet d'enregistrer en permanence la position du sous-marin et tout ce qui est détecté autour. Tous ces équipements permettent au sous-marin de remplir ses missions en restant en immersion. La position normale d'un sous-marin en plongée se situe habituellement entre 50 et 200 mètres. Situé à proximité du PCNO, la première cabine est la chambre du commandant. Sa situation lui permet de garder le contact avec les opérations en cours. Le carré des officiers est un lieu convivial où tous les officiers peuvent se détendre, lire, se retrouver, jouer aux cartes et s'amuser pour compenser les stress des patrouilles. Divisé en 2 espaces, il associe le carré proprement dit, sorte de salon, et la salle à manger. Au point intermédiaire se trouve la cafétéria, la cuisine et la cambuse. Cette dernière sert au stockage des vivres. Il existe aussi 2 chambres froides pour conserver des tonnes de nourriture embarquées. La cafétéria de l'équipage est un peu la place du village. Dans la cuisine,
où toutes les nuits le boulanger fait son pain, 2 services successifs sont assurés pour chaque repas. Les repas sont programmés et conditionnés par période de 14 jours. En dehors des repas, la cafétéria sert de lieu de rencontre, de cinéma, de salle de jeu ou de cours. Les coursives d'habitation de l'équipage entourent la cafétéria. Le Redoutable est le premier sous-marin français où chaque homme dispose d'une couchette personnelle, qu'on appelle une banette. C'est le seul endroit bien à soi, malgré promiscuité. En effet, une chambre à 12 couchages n'occupe que quelques mètres carrés. Local torpille. Alors que les missiles stratégiques sont véritablement les armes du sous-marin, les torpilles sont destinées à sa propre protection. Elles ont une portée de 15 km et contiennent environ 300 kg d'explosifs. La torpille repose sur un support appelé rance. Amenée par des tubes lance-torpilles, elle est expulsée par un refouloir pneumatique avant que ne démarre sa propre hélice. Une ouverture au plafond sert à l'embarquement des torpilles et constitue également un sas de sauvetage. Au même titre que la partie arrière du sous-marin, cette tranche est un compartiment refuge où les membres d'équipage trouvent pour leur survie des vivres et de l'eau, ainsi que des combinaisons étanches. La vie à bord est divisée en 3 tranches, 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures pour la formation, l'entretien du matériel et bien sûr la détente et l'animation. Pour récréer le rythme jour et nuit, la lumière passe au rouge à 8 heures du soir. Durant la journée, l'éclairage est blanc. Le 7 octobre 1991, le Redoutable revient à Cherbourg. En 20 années de service, le Redoutable a effectué 58 patrouilles opérationnelles, 90 000 heures en plongée et l'équivalent de 32 tours du globe terrestre. Le Redoutable a fait preuve d'un niveau de fiabilité jamais atteint. Le 4 juillet 2000, le Redoutable rejoint la darse creusée à sa dimension dans le môle transatlantique. Cette cale sèche de 136 mètres sur 18 est profonde de 11 mètres. Accueille le sous-marin pour permettre sa visite intégrale au sein de la Cité de la Mer.